justement des intrants Ça n'a pas agricoles. d'accompagnement. Question financière dans un premier temps. À votre puisque avis, derrière, pourquoi la situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. Alors, en 2050, est-ce que la France sera encore une grande puissance agricole ? C'est pas certain. Justement, parce qu'on va pouvoir en parler avec Paloma Pardiney. Bonjour, vous êtes directrice de Bureauté. Bonjour. Bonjour. À ma droite, Éric Martineau. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes député de la Sarthe et aussi arboriculteur. Donc, vous connaissez le métier de l'agriculture. Et Delphine Gay, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'UDIFA. Alors tout d'abord, on va écouter, analyser votre étude. Dites-moi tout d'abord, Bureauté, c'est quoi Bureauté ? Qui vous paie ? Bureauté, c'est la cellule de conseil en stratégie du cabinet 7. La 7, c'est un cabinet de conseil qui existe depuis 1955, qui est une filiale à 100% de la Caisse des dépôts, qui travaille dans l'aménagement du territoire auprès des collectivités et des entreprises qui ont des liens avec les territoires. D'accord, donc c'est la Caisse des dépôts qui est à l'origine, et cette étude n'a pas été financée pour, je sais pas, la FNSEA, un syndicat ou autre. Non, Objectif. c'est une étude indépendante. Indépendant. Bureauté, c'est une cellule de conseil en stratégie qui a été créée en 2024 D'accord. pour répondre aux enjeux des acteurs publics et privés qui ont des liens avec les territoires. Et donc cette étude, c'est une première du genre. On compte en publier 2 ou 3 par an, beaucoup autour de la prospective, pour pouvoir aider, éclairer les décideurs publics et privés pour qu'ils puissent prendre des décisions en fonction. D'accord, donc on se projette en 2050. Je suppose qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Oui, on a surtout développé le scénario de continuité. En fait, la valeur de cette étude qu'on publie aujourd'hui, c'est de projeter l'agriculture française à horizon 2050. 2050, c'est loin, mais en même temps pas tant que ça. Si on regarde dans l'autre sens, les années 2000, c'était presque hier. C'est un futur palpable et en même temps, ça nous laisse le temps de pouvoir à la fois projeter des constats et de prendre des effets pour que des actions puissent venir corriger les impacts qu'on anticipe. Cette étude, elle développe un scénario au fil de l'eau d'une agriculture en crise qui plonge la France en 2050 dans un état de crise agricole importante, aussi bien sur la destruction économique. Nous, on estime qu'il y a 35 à 40% de la valeur ajoutée agricole à risque de disparaître à horizon 2050. C'est beaucoup. 40% de surface agricole utile qui va changer de destination. Et on a croisé des études par filière végétale et par département pour pouvoir estimer l'impact territorial concret que la crise agricole va avoir sur les territoires. Parlez bien près du micro pour qu'on vous entende bien. Ouais. Ça, c'est le scénario noir, rassurez-moi. C'est le scénario de continuité. De continuer. Si on ne fait rien par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, on va avec 35 à 40% du PIB qui a disparu de la ferme France. Voilà. Et si on fait quelque chose? Et quoi? Alors, le quoi, ça dépendra des orientations politiques. Nous, ce qu'on recommande surtout, c'est sur la méthodologie. Si on ne fait rien, c'est 2 scénarios qu'on développe dans notre livre blanc qui sont plutôt des scénarios de non-choix. D'après nous, c'est plutôt la direction qu'on prend pour le moment. Et donc, si on ne fait pas de choix national, concerté entre les entreprises privées et le secteur public, on va se retrouver dans une situation de non-choix, avec soit, comme en Nouvelle-Zélande, une agriculture de marché au détriment de l'entretien des territoires et de la biodiversité et de la souveraineté alimentaire, soit une agriculture planifiée, subventionnée au maximum, et en contrepartie, les agriculteurs et le monde agricole devra venir remplir des missions d'intérêt général autour de la biodiversité, de l'eau, de l'environnement, au lieu de se concentrer à produire de l'alimentation. Alors, pour préciser un peu les idées, c'est soit on choisit vers une agriculture d'exportation type Brésil, plutôt que Nouvelle-Zélande. Pourquoi vous pensez Nouvelle-Zélande? Ça pourrait être Brésil, par exemple. Soit on choisit une agriculture de type Suisse. En fait, on ne dit pas qu'il faut faire un choix entre les deux. On dit que si on ne fait pas de choix, on risque de se concentrer sur un de ces 2 scénarios extrêmes. Et aucun des 2, pour nous, est un scénario, un futur désirable. Qu'on soit bien, voilà. Ce qu'on se dit, c'est que d'un point de vue de la méthode, ce qu'il faut, c'est agir de bout en bout de la chaîne de valeur, avec les producteurs jusqu'aux distributeurs,
à tous les maillons de la chaîne territoriale. On voit aujourd'hui qu'il y a plein d'initiatives, d'expérimentations, des territoires qui sont très investis pour venir transformer leur agriculture. Et ce qu'on appelle, nous, c'est un mouvement plus global, national. On est capable de produire en France des programmes d'investissement concertés. Pour nous, il est urgent d'agir sur l'agriculture parce que l'agriculture, on est dans un temps long. Et si on veut ne pas se retrouver dans un scénario de crise à 2050, il faut agir maintenant. Alors nous, ce qu'on a dit dans une émission en début de semaine, c'est de dire à force de ne pas choisir, on va rater les deux types d'agriculture. C'est-à-dire, globalement, on va ni être dans une agriculture agroécologique, etc., et non plus une agriculture, on va dire, où on pense surtout à exporter, même s'il ne faut pas opposer les deux forcément. Je suis tout à fait d'accord. Le phénomène qu'on observe département par département, ça nous fait beaucoup penser à ce qui s'est passé en France avec la désindustrialisation des années 70. Nous, on craint qu'en 2050, la France il y ait des territoires entiers. On va savoir ce que veut dire la désertification des territoires pour de vrai, parce qu'il y aura des territoires où il n'y aura plus de tissu agricole. Si on enlève plus de 50% de la surface agricole utile dans certains territoires, il n'y aura plus d'activité, il n'y aura plus d'emploi direct de l'agriculture, ni indirect, ni induit. Et donc on sera dans une situation avec un tissu économique au niveau global qui sera très difficile à redévelopper. On le voit, ça fait des décennies qu'on essaye de réindustrialiser. La parole. Mais j'ai envie de dire que quelque part, vous militez pour qu'on s'occupe de l'agriculture, qu'on reste maître du destin, peu importe le destin, mais qu'on choisisse en fait un cap. C'est ça ? Tout à fait. Et pour ça, il faut s'en occuper. Et comment il faut s'en occuper ? C'est les politiques qui doivent s'en occuper ? C'est les entrepreneurs qui doivent prendre les choses en charge ? C'est tout le monde ensemble. Donc l'initiative, elle peut être publique, mais l'important c'est qu'elle embarque tous les acteurs, pour oublier personne, tous les territoires. C'est pas que les départements du Sud qui vont être dans le rouge. Si vous regardez notre étude, c'est aussi des départements dans le nord de la France. Le réchauffement climatique, ça touche tout le monde. Non, je ne voulais pas vous couper. À vous de réagir. Eh bien, merci pour ce constat. Je vais essayer d'être un petit peu... synthétique et optimiste. Tout de suite synthétique. Simplement pour vous préciser, à l'UNIFA, on rassemble... Alors si on commence par la publicité sur l'UNIFA dès le départ, on va pas être synthétique. C'est simplement pour dire que l'UNIFA regroupe l'ensemble des acteurs de la fertilisation et aujourd'hui, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire avec 87 sites. Donc quand vous nous parlez justement de cette dynamique territoriale et cette dynamique acteurs industriels et élus et bien évidemment agriculteurs, on est dedans tous les jours, on connaît l'approche. Et aujourd'hui, je pense que moi, je serais un petit peu moins pessimiste parce que on a aujourd'hui une dynamique filière qui est extrêmement structurée. Et cette filière agricole, aujourd'hui, fait la force et reste la force de l'agriculture française. Et on sent cet objectif commun de pouvoir à la fois soutenir les outils de production. Moi, je suis représentante de la fertilisation. Sans fertilisation, vous avez minimum 50% de la production alimentaire en moins. On sent ce changement depuis quelques années sur le fait de comment essayer de créer un environnement économique, juridique, innovant et favorable à notre activité. Ça prend du temps. On dialogue, on discute. On voit aujourd'hui que des pays investissent le territoire pour justement prendre des parts de marché. Et je ne vais pas parler des activités notamment de l'économie fertilisante russe. On en avait parlé juste avant. Mais voilà, donc on sent cette filière structurée faire le choix de travailler collectivement, en effet, c'est-à-dire que nous sommes à la base de toutes les agricultures et de toutes les productions agricoles, et on nous intègre enfin dans l'ensemble de ces discussions filières. Donc je vois un point positif. Bien évidemment, nous sommes aussi un acteur important de la recherche et de l'innovation pour répondre à tous ces enjeux environnementaux. Donc je pense qu'on a besoin de s'accorder sur 3 objectifs. 1, sécuriser notre environnement juridique. Essayons d'être sobres collectivement d'un point de vue réglementaire et je pense que ce point, on en est tous d'accord. 2e point, il faut assurer, soutenir l'innovation face
au changement climatique et aux demandes de durabilité. Je vais utiliser ce terme. Et là, je pense qu'on est tous innovants et notre filière l'a prouvé. On a beaucoup d'approches, notamment la fertilisation associée, pour apporter cette innovation pour les agriculteurs au cœur des sols. Et le troisième point, je pense qu'il faut qu'on soit tous volontaristes pour limiter notre dépendance à l'égard des importations, que ce soit d'un point de vue énergétique ou autre. On a une liste, je sais que Jean-Paul veut que je sois courte, mais voilà, je pense que si nous travaillons collectivement sur ces trois aspects, on aura la possibilité d'atteindre l'ensemble des objectifs, dont bien évidemment atteindre la neutralité climatique de nos activités pour 2050. Et la voie est déjà bien en place. Donc ça, c'est la vision industrielle, entreprise, et la vision politique avec Eric. Alors d'abord féliciter pour cette étude que je n'ai pas, enfin qu'on prend connaissance en cours, mais je tiens à vous rassurer, justement on est très sensible à cette vision et qui est aussi partagée, parce qu'on sait très bien que dans des départements où aujourd'hui il pleut moins de 150 mm par an, le changement climatique, le dérèglement climatique, même s'il y a encore des climato-sceptiques, encore malheureusement, on sait très bien qu'il est en train de se produire. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis de la Sarthe, on sait très bien que le climat en 2025 aujourd'hui au Mans, c'était celui de Bordeaux il y a 25 ans, 30 ans. Et donc, cette évolution va forcément provoquer des changements. Donc, ça va demander aux agriculteurs une certaine adaptabilité, parce que forcément, même, parce que Jean-Paul, tu sais que je suis aussi producteur de pommes, il y a certaines variétés qui ont besoin d'une somme de température froide l'hiver pour redémarrer au printemps. Et aujourd'hui, ces sommes de température hivernale, on ne les a plus. Et donc, on ne peut plus produire certaines variétés, y compris dans la vallée du Loir. Ce qui veut dire qu'il va falloir s'adapter. Comment le politique va pouvoir l'accompagner? Alors, on peut dire tout un tas de programmes, plans, transition écologique. Là où on va avoir du pouvoir quand même, c'est sur les activités de commerce, parce que c'est là qu'on va avoir une vraie influence. Les accords de libre-échange, c'est dans les sujets, le Mercosur et d'autres, puisque sur certains départements, si on ne peut plus produire, c'est le risque. Je pense aux Pyrénées-Orientales, par exemple, dans certains endroits. Alors, on peut aussi espérer s'adapter aussi avec des nouvelles cultures. Aujourd'hui, on commence à parler d'amandes, on pourrait parler d'autres choses, d'autres fruits, puisque le climat remonte. Là-dessus, le politique devra forcément accompagner. Par contre, là où le politique, et il y aura des choix à faire aussi, c'est bien, alors là ça lance aussi un autre sujet, c'est notre alimentation et le coût de l'alimentation, parce que cette agriculture que l'on veut durable, elle aura forcément un coût. Et donc que ce soit le partage de l'eau, parce que de la culture sans eau, de la culture à pas cher, alors qu'il va falloir s'adapter en soit stockant l'eau l'hiver et puis au printemps ou l'été pouvoir le redistribuer. Tout ça, ça va être des enjeux politiques. Les échanges commerciaux internationaux, comment on protège aussi notre agriculture, puisque justement entre les deux modèles que vous avez présentés en début, il y a peut-être un juste milieu, surtout lorsqu'on est centriste. Tu es d'accord, Jean-Paul? On doit pouvoir trouver quelque chose entre ce protectionnisme pour lutter contre les surtranspositions, ne pas importer ce qu'on ne veut pas produire chez nous. Ça, là-dessus, on est d'accord, ça va protéger nos agriculteurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de commerce à l'extérieur, parce qu'il y a certaines cultures où on produit beaucoup plus que ce que nous mangeons, donc on est obligé de le vendre à l'extérieur. Mais il faudra accompagner les agriculteurs, surtout qu'aujourd'hui, les coûts de production ont quand même été élevés. La géopolitique ne nous emmène pas, malheureusement. On est attaqué un peu de partout. L'Europe nous protège. Il va falloir qu'on soit unis pour que, justement, nous puissions nous préserver et nous adapter. Moi j'y crois, par contre. Ah oui, alors moi, je ne suis pas optimiste du tout. Ah, mais pas du tout optimiste. Je vais plomber un peu le débat, mais alors j'y crois pas. Moi, je suis comme Paloma dans le scénario noir. Je ne suis pas du tout pessimiste. C'est-à-dire on pose un constat qui est alarmant, on est d'accord. On croit vraiment dans ce constat. On a construit un modèle prospectif, on croise plus de 60 tendances. Il y a un effet climat qui est indéniable et qui représente pour nous à peu près la moitié des impacts qu'on a estimés. L'autre moitié, on a croisé des éléments démographiques, on a regardé l'âge des exploitants par département, par filière. Il y a un effet de demande, il y a un effet de compétitivité internationale, il y a des effets de risque réglementaire, vous en avez parlé, mais aussi assurantiel. Est-ce que tous les territoires seront assurables demain? Toutes les activités? Qui financera? Donc on a pris dans nos modèles prospectifs
tous ces éléments-là. D'où les impacts dont on a parlé tout à l'heure qui sont plutôt négatifs. Par contre, et c'est pour ça qu'on a fait cette étude, nous on croit qu'il est encore temps, mais il faut agir maintenant, de pouvoir prendre la bonne direction, prendre la mesure, parce que la France est un pays qui est capable de lancer des grands programmes, de financer, surtout pour venir au secours de l'agriculture. On a 3 000 milliards de dettes quand même. Hein. C'est pas le meilleur moment. Mais je pense que, en tout cas, si je reviens sur la partie acteurs industriels, je le redis, on a 3 grands axes sur lesquels on se retrouve d'après vos propos. C'est vraiment comment on sécurise notre environnement juridique, nous, industriels, donnez-nous de la lisibilité et surtout, soyons sobres en réglementation. Encore une fois, soutenons l'innovation à l'adaptation climatique. On a des solutions au cœur de nos entreprises. Les surtranspositions. Voilà, mais j'ai dit sobriété réglementaire, il nous en faut. Et limiter, je n'ai pas dit interdire, je dis limiter la dépendance à l'égard des importations. Et à mon avis, c'est ces 3 grands axes sur lesquels on se rejoint tous et sur lesquels on peut travailler pour trouver une solution. Je vais plomber l'ambiance un peu, sauf que l'industrie des engrais ferme dans beaucoup de pays européens. Alors l'industrie des engrais ne ferme pas dans beaucoup de secteurs européens, on transforme. Pour certains, mais on a encore une empreinte européenne extrêmement forte. Si on voulait un chiffre sur notre capacité à produire les éléments minéraux, par exemple les nutriments minéraux, les engrais minéraux pour les plantes, l'Europe fournit déjà 2/3 du marché agricole et on peut augmenter nos capacités de production si on nous donne un environnement juridique et économique innovant et favorable. Il y a pas un petit souci, les engrais russes aussi Si, alors justement, quand je parle de limiter notre dépendance à l'égard des importations, aujourd'hui, on a cette problématique. Le politique, justement, doit intervenir pour se protéger, puisqu'on sait très bien que sans engrais, il n'y a pas d'agriculture, y compris en agriculture biologique. On a besoin d'engrais pour... depuis la nuit des temps, l'homme a toujours participé... Enfin, depuis le début de l'agriculture, il y a de la fumure, des engrais pour nos cultures. Sauf que notre classement d'exportation n'est pas très beau. On est passé de la 2e place à la 6e place. On a financé, on n'a plus d'argent. Enfin, la ministre se balade dans les allées, mais elle ne sort pas le carnet de chèques. Hein. En tout cas, si je reparle encore de mon secteur industriel, nous, notre besoin, est-ce que j'ai parlé de nous soutenir financièrement? Non. Encore une fois, on a besoin d'un cadre juridique, d'un cadre qui accompagne l'innovation et le travail de nos entreprises. On a des atouts, on a l'énergie nucléaire bas carbone en France. Aujourd'hui, nos entreprises qui ont besoin d'électrifier leur site... Merci, Général de Gaulle. Enfin... mais sinon, voilà, on a des atouts. La seule chose, encore une fois, il faut remettre un contexte favorable pour que nos entreprises puissent développer leur activité, innover et progresser. J'aimerais rebondir et compléter justement ce que dit Delphine. Et surtout pouvoir parler à côté de Delphine. Oui, ben ça, on en reparlera. Mais c'est là que le politique peut intervenir, justement pour protéger, mais pas forcément sortir le carnet de chèques, parce que tout ne viendra pas du politique et du financier. Par contre, si on arrive à protéger, je ne veux pas dire de protectionnisme, mais comme tu l'as dit, ne pas surtransposer, limiter, accepter, faire des concessions, on doit pouvoir y arriver. Mais il faudra aussi que nous, alors là, si je prends la casquette d'agriculteur, on se prenne aussi en main, parce qu'on sait très bien qu'on va être obligé de s'adapter et qu'on ne peut pas dire que ce qu'on a fait il y a 20 ans, quand je me suis installé, voire même un peu plus, eh bien, je sais que ça ne sera pas les 20 prochaines années comme ce que l'on a fait, parce qu'il y a quand même un changement climatique ou un dérèglement, enfin ce que l'on veut, mais il faudra, voilà, les assurances, on l'a dit, les gelées, les tempêtes, les grêles, il va falloir vivre avec, on sait qu'on y va, et donc à nous de s'adapter. Et nous fournissons les innovations, mais encore une fois, on a cette chance en France d'avoir des filières structurées, et on est un des pays où l'innovation est la plus rapidement intégrée entre les mains des agriculteurs, et donc il faut faciliter cette transmission, cette explication de nos innovations aux agriculteurs pour justement leur fournir des solutions pour répondre au changement climatique. Alors justement, Paloma, pour finir, on arrive au terme de l'émission. Il faut faire quoi pour ne pas aller dans le scénario noir? Protéger les frontières, c'est quoi le... Il faut concerter. Il faut avoir une concertation nationale. C'est pas qu'une question de financement, hein. C'est un secteur dans lequel, vous l'avez dit, il y a des entreprises qui investissent dans la recherche, dans les développements. Voilà, c'est pas qu'une question de sortir le carnet de chèques. C'est une question de mettre tout le monde autour de la table et de prendre une décision
une bonne fois pour toutes pour avoir une direction et que on arrête de faire des expérimentations dans des coins, qu'on ait une démarche vers un changement global. Ouais, mais là aussi, je ne suis pas optimiste. Vous avez vu Egalim, on est à Egalim 34 là. Non. On n'est pas capable, non. entre distributeurs, Non. producteurs et transformateurs, se mettre d'accord. Et agriculteurs. Oui. Puisque quand tu parles d'Egalim, Jean-Paul, il ne faut pas oublier qu'il y a des filières qui ont demandé l'exclusion du champ d'application. C'est vrai. Donc quand je dis que tout ne viendra pas du politique, là justement tu me donnes le très bon exemple. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une introspection aussi nous de ce qui va pas, nos points d'amélioration. Et est-ce qu'on doit numéroter les Egalim? Je ne suis pas convaincu. Je prends l'exemple en politique sur la Constitution. On est à combien par rapport à la Constitution originelle de versions? C'est pas la même que celle qui avait été écrite en premier. Egalim est un concept, un principe où il faut reconnaître et redonner de la valeur aux produits agricoles. Et là-dessus, demander si les agriculteurs voudraient qu'on supprime Egalim, alors là, je suis pas convaincu non plus. Non, Mais il faut sûrement l'adapter, l'améliorer, ça sûrement. On a besoin des journalistes pour présenter aussi toutes ces Ouais. nouvelles Faut approches. pas trop espérer des journalistes quand même. Bon, Eric Martineau, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes député de la Merci. Sarthe. Delphine Gay, merci, présidente de l'UNIFA. Merci beaucoup. Et puis Paloma, félicitations. Merci. Voilà, l'enquête, l'étude, la prospective, elle est disponible sur Internet, sur un site qui Elle est disponible sur le site de la SET. D'accord, qui est super compliqué. hein. SCET. Ah oui, scet.fr. Tout à fait. Voilà. Et surtout, merci à vous. Plus largement des intrants agricoles. Question financière dans un premier temps. À votre avis, derrière, pourquoi La on le situation débat? de Comment ça l'élection se président la Macron est distribution assez agricole se prépare